sécurité. Top. Écoutez, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, vous aviez la présentation de Lectra juste avant, donc un mastodonte à 2000 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, c'est l'inverse, on est tout petit, on vient de démarrer. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet avec Y. On est tous les deux ingénieurs de formation, moi plutôt dans la direction de projet informatique et puis dans le RGPD. Je suis DPO certifié. Et Y développe l'application et développe aussi une expertise sur la partie crypto et cyber pour assurer la sécurité de notre solution. Nous, on est parti d'un constat assez simple sur la partie sécurisation des accès dans le monde de la cybersécurité. Je crois qu'il y a des RSSI qui sont aussi connectés sur cette réunion. Il y a plusieurs enjeux en termes de sécurité. Souvent, on adresse la partie infra, la partie structure et la partie outils. Et on est un peu démunis du côté utilisateur, alors que pourtant, on leur confie les clés d'accès à ce système-là par leur mot de passe. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est adresser une partie des utilisateurs qui sont pas à l'aise avec cette gestion des mots de passe. Donc en gros, on constate nous aujourd'hui qu'à peu près la moitié des utilisateurs, des collaborateurs dans leur monde professionnel déclarent ne pas respecter complètement les règles de sécurité de la gestion de leur mot de passe et d'avoir des pratiques à risque qu'on connaît tous. La première étant de noter son mot de passe ou ses mots de passe sur des supports qui sont non sécurisés. La deuxième étant éventuellement d'en partager avec d'autres collègues. Et puis la troisième, c'est de réutiliser les mots de passe pro ou le mot de passe pro dans sa vie perso. Et donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'était de trouver un moyen, de proposer un moyen, d'offrir un moyen aux entreprises, aux collectivités, de faire en sorte que les utilisateurs soient les plus sûrs alliés de la cybersécurité, là où aujourd'hui, ils sont plutôt, on va dire, le maillon faible. C'est vrai pour nous tous. Et on est un peu démunis quand on est en charge de la sécurité du système d'info face aux pratiques d'une bonne moitié des utilisateurs. Et on n'a pas beaucoup d'éléments. Alors, soit on contraint de plus en plus les règles de sécurité. Vous savez, on demande un renouvellement des mots de passe plus souvent. On demande un renforcement de leur robustesse. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que de contraindre davantage d'utilisateurs, surtout s'il n'est pas à l'aise avec ces règles-là, s'il n'est pas à l'aise avec le numérique en général, en fait, il continue d'utiliser des pratiques qui sont à risque. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre en place, d'offrir le premier coffre-fort de mots de passe qui permet à chacun, y compris les personnes qui sont les moins à l'aise avec le numérique, de faire appliquer les règles de sécurité et de respecter le classique d'un mot de passe robuste et différent pour chaque compte, qui est facile à dire, mais qui est impossible à respecter sans outil. Donc UpSign-On, en fait, c'est une solution qui est faite pour tout le monde. Vous l'avez compris, elle est évidemment faite pour les utilisateurs, y compris ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique, les utilisateurs qui pour des raisons d'être à l'aise ou pas, ou pour des raisons de rigueur, je dirais, d'usage de leur mot de passe, vont trouver enfin, avec UpSign-On, une manière simple de pouvoir stocker et d'accéder à leur mot de passe quand ils en ont besoin. Le fait même d'avoir un endroit dans lequel on peut noter son mot de passe permet déjà aux utilisateurs de se projeter dans des mots de passe forts, des mots de passe robustes, d'arrêter de craindre de l'oublier. C'est évidemment une solution pour la sécurité et de la cybersécurité. C'est une approche zéro knowledge, zéro trust. Tout est chiffré de bout en bout. On enrôle d'abord un appareil en conseil d'authentification double facteur. D'abord que les appareils autorisés et que les utilisateurs autorisés. Et puis c'est aussi une solution pour le RSSI, ou en tout cas celui qui est en charge de la sécurité des systèmes d'info, pour accompagner ses utilisateurs à respecter les règles, pas se contenter de faire signer une charte qui est certes nécessaire, pas se contenter de sensibiliser les utilisateurs, c'est aussi nécessaire, mais de pouvoir aussi suivre, piloter, grâce à une console d'administration tout à fait inédite qui permet de suivre finalement les usages du coffre-fort et donc les pratiques en termes de mots de passe, et notamment de suivre l'indicateur de robustesse des mots de passe qui sont utilisés par ses collaborateurs, de cibler ceux qui sont encore en difficulté avec ces règles, les règles à appliquer, et donc de les accompagner plus spécifiquement pour monter le niveau global de son système d'information en réduisant les maillons les plus faibles pour ce qui est de la partie gestion des mots de passe.
L'application, elle permet de répondre principalement à 3 cas d'usage qui sont des pratiques à risque aujourd'hui auprès des publics qui sont les moins à l'aise avec le numérique ou qui est dans les usages des entreprises. Vous allez les reconnaître, hein. Le premier cas, c'est le cas des identifiants partagés. Alors, je ne parle pas de partager un identifiant qu'on n'aurait pas le droit de partager. Je parle de ceux qu'on partage à plusieurs, hein. Là, je prends l'exemple de la com qui, sur le Facebook ou le compte de com partage les identifiants pour se connecter au Facebook et communiquer pour le compte de l'entreprise ou de la collectivité. Je sais qu'à l'IT également, il y a des pratiques de partage d'identifiants admin ou super admin sur certaines infrastructures ou certains outils. Avec Epsilon, aujourd'hui, on évite tous les écueils que présente, je dirais en termes de sécurité, que présente le fait de partager un mot de passe. Donc, partager un mot de passe déjà. Le partage lui-même, il est souvent fait par des supports non sécurisés, mail, SMS, un fichier partagé, un Google Sheet ou un calepin ou le post-it. Et puis, quand on le partage à plusieurs, on n'est pas forcément enclin à le mettre très robuste parce qu'il faut le saisir. Et puis, on n'est pas non plus enclin à le remplacer souvent parce que là aussi, à chaque fois qu'on le remplace ou qu'on le modifie, qu'on le change, il faut le communiquer à tout le monde et c'est un problème. Alors qu'avec notre solution, il y en a un qui est le gestionnaire de cet identifiant-là. Il le gère dans son coffre-fort individuel, il le partage simplement avec les personnes autorisées. Et ces personnes-là, elles ont une copie de ces identifiants dans leur propre coffre-fort pour pouvoir y accéder instantanément quand elles en ont besoin. Et celui qui gère, il le modifie, et dès que c'est modifié, les autres ils ont accès à ce nouveau mot de passe instantanément. Le deuxième cas d'usage qui est résolu aussi ou adressé par notre solution, là aussi dans une souci de simplifier le partage, c'est un partage un peu plus complet que le simple partage d'un identifiant. C'est ce qu'on a appelé la délégation de vie numérique. Peut-être les membres du board ou les élus, quand on parle des collectivités, en fait, ils confient à un tiers la gestion de leurs identifiants numériques. Et là aussi, avec Epsilon, très simplement, on peut partager et déléguer la gestion de son propre coffre-fort individuel à quelqu'un d'autre, en ayant autorisé soi-même que c'est bien la bonne personne qui accède à ces éléments-là. Et à partir de là, l'un comme l'autre peut ajouter, modifier des identifiants sans en être dépossédé, sans utiliser des supports qui seraient là aussi compliqués à sécuriser et qui permet du coup de rentrer dans la boucle de sécurité des mots de passe aussi les personnes qui sont peu inaccessibles, comme les VIP, les élus, qui ne sont pas forcément les meilleurs élèves dans ces cas-là. Le troisième cas d'usage, là, c'est plutôt l'idée de sécuriser la vie numérique dans la partie pro, mais aussi dans la partie perso. Epsilon, par défaut, permet à un utilisateur de pouvoir créer un espace personnel sur son application, le même endroit de là où il accédait à l'espace professionnel qui est fourni par son employeur. Mais il peut créer gratuitement un espace personnel qui n'a rien à voir avec l'espace professionnel proposé par l'employeur, qui est ni techniquement ni technologiquement, il n'est pas stocké au même endroit, il n'a pas de dépendance par rapport à tout ça. Et ça lui permet de poursuivre et d'appliquer, je dirais, les bonnes pratiques de gestion de mots de passe qu'il déploie dans la vie professionnelle, aussi dans sa vie perso. Et donc de limiter tous les cas d'usage où on est tenté de réutiliser le mot de passe pro dans sa vie perso, et qui est toujours très pernicieux à essayer de découvrir. Dernier élément de spécificité par rapport à notre système, qui répond en partie à la question de Jean-Philippe par rapport aux différences avec les autres systèmes de mots de passe. Donc vous l'avez compris, la première, c'est de mettre l'accent sur le côté simple, c'est-à-dire que c'est un outil qui est adressé à tous ceux qui sont pas forcément en mesure d'utiliser des outils plus spécifiques dédiés à la sécurité. Là, l'idée, c'est de remonter d'un cran pour tous ceux qui sont en galère finalement avec la gestion de ces mots de passe, qui ont la goutte, vous savez, sur le front, là, quand on dit allez, plus que 5 jours avant de renouveler le mot de passe principal, là, ils savent pas comment faire, et puis à la fin, ils vont reprendre le même et ils vont rajouter 0,5 ou 0,6 à la fin, comme on a tous d'ailleurs fait un petit peu quand on n'était pas encore outillé. Et un élément complémentaire de différence par rapport à ces acteurs-là, c'est la compatibilité avec un connecteur qui permet de renforcer encore plus le côté simple et pratique pour l'utilisateur, de renforcer du coup pour le RSSI le fait que les utilisateurs utiliseront des mots de passe sécurisés. Donc notre connecteur, il se pose sur les ressources que vous développez vous en interne ou sur des outils métiers qui se rendraient compatibles avec le connecteur. Et du coup, il n'y a plus qu'un clic pour se connecter. Je vais vous montrer ça dans la démo. Également, plus qu'un clic pour renouveler les mots de passe. Donc, on peut renouveler les mots de passe depuis la ressource elle-même. On peut imaginer le faire depuis l'appareil de l'utilisateur, qui permet en fait tout simplement de pouvoir renouveler les mots de passe sans effort, en garantissant un mot de passe aléatoire, spécifique pour chaque compte, qui fait 19 caractères,
si on utilise le générateur de mot de passe d'AppSimon. Il est temps pour moi de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, je vais commencer par y répondre éventuellement avant de faire la démo. Donc, c'est une solution qui fonctionne AppSimon Pro on-premise, donc installé localement. D'un côté avec un serveur qui permet de gérer la banque de coffre-fort et puis tout le système d'administration de la solution. Et puis, un client lourd qui s'installe sur les postes, donc sur les smartphones, tablettes et desktop. On est compatible sur iOS, Android, macOS et Windows à partir de Windows 10. Téléchargeable depuis les stores ou pour ce qui est de Windows 10, on a un package Apix Bundle que vous pouvez déployer par GPO ou autre système. Et c'est un mode de facturation, donc c'est pas du SaaS du coup, hein, c'est vraiment du on-premise, un choix technologique qu'on assume complètement et qui répond complètement aux besoins de nos clients, et avec une facturation qui est inférieure à 50 centimes par utilisateur par mois. C'est d'ailleurs, on peut noter aussi une différence par rapport aux autres gestionnaires de mots de passe payants qui sont bien plus chers, et qui permet en fait d'adresser un peu tous les différents acteurs des entreprises, des collectivités ou autres. Et évidemment, une différence par rapport à tous ces acteurs-là, c'est que nous, on est made in France, évidemment. Donc, c'est pas du Bitwarden RS en dessous, c'est une solution maison qu'on a développée nous-mêmes. D'ailleurs, Greg est connecté, notre CTO et cofondateur est connecté aussi au call et il parlera un peu plus techniquement de la solution. Je suis sûr que ça ne manquera pas de vous intéresser sur comment ça fonctionne dessous. Pour faire la démo, donc si je comprends, il faut que je partage mon écran, c'est ça? Hop. Alors, attends, parce que Paul, du coup, tu as aussi une question, une deuxième question au Sylvain. Je pense que tu n'as pas vu. Ah oui, ok. Effectivement, merci Greg. Ouais. Je vois ça. Attends, je vais arrêter du coup le. Pardon, je n'ai pas partagé, c'est bon. Effectivement, Sylvain, donc c'est la perso, et d'ailleurs, je vais vous remettre la planche. Ah oui, ok, je partage l'écran. Je vais remettre la planche juste avant, on l'a vu là, voilà. Donc en fait, dans le fonctionnement pro, on installe un serveur en prémisse, d'accord, et c'est lui qui sauvegarde les infos pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Donc le principe général de toute la solution, c'est que c'est centré sur celui qui est responsable des identifiants. Quand c'est un particulier, c'est centré sur lui-même, et quand c'est une entreprise, une collectivité, c'est centré sur l'entreprise, la collectivité. Donc l'espace pro, même s'il est accessible par la même interface, donc la même application que ce soit pro ou perso, je vais vous le montrer, les données sont uniquement stockées de manière centrale sur un serveur de la collectivité, chiffré de bout en bout, rien n'est lisible, alors que pour un espace perso, tout est stocké uniquement en local sur les appareils. On utilise notre serveur juste pour faire du transfert d'infos de multi-appareils. En fait, l'idée, c'est de faire du multi-local, de pouvoir synchroniser différents appareils dans ma vie perso pour accéder à mes identifiants sur mes différents appareils. C'est fait de la même manière côté pro, mais avec cette centralisation qui permet d'avoir d'autres avantages par rapport à la partie pro. Et quand un employé quitte l'entreprise, pour ce qui est de cette partie pro, on peut révoquer ses appareils et puis éventuellement supprimer l'utilisateur. Et puis la partie perso, c'est bien l'idée, elle reste, elle, accessible via l'application qui, elle, est complètement gratuite. Donc l'application perso, elle est gratuite. Donc l'application est gratuite. Le fait d'activer un coffre-fort pro, elle rentre dans la tarification et dans la solution implémentée on-premise de acheter ou offerte, on va dire, par l'entreprise à ses collaborateurs. Si ça répond à la question de Sylvain. Identification, donc pour ce qui est, donc l'application est téléchargeable, verrouillée par un mot de passe. En fait, il y a un premier niveau qui est d'onboarder l'appareil. Donc il faut que l'appareil soit accroché, soit autorisé pour accéder à cet espace pro. D'accord. Ensuite, il faut que l'adresse email de l'utilisateur soit autorisée à créer un espace pro individuel, un coffre-fort individuel sur cette banque de coffre-fort. D'accord. Et ensuite, c'est verrouillé par un mot de passe pour l'utilisateur. Donc il y a un premier niveau qui est d'autoriser l'appareil, révocable d'ailleurs par l'administrateur si nécessaire. Ensuite, d'avoir une adresse email autorisée pour pouvoir créer son coffre-fort. Et ensuite, c'est verrouillé donc, par la personne elle-même, par l'utilisateur lui-même, par un mot de passe. Effectivement, oui, on se base sur l'email de la personne. Aujourd'hui, nous, l'email pro, notamment, on a trouvé que c'était le meilleur compromis
Rappelez-vous, hein, on fait une solution simple pour que l'utilisateur qui est un peu en galère avec le monde numérique, il puisse aussi bénéficier de ce genre de solution. Donc on passe par la solution Email Pro pour donner et attribuer les accès à la solution. Ça marche effectivement, on va faire comme le propose Hervé, on continuera les questions à la fin de la présentation. D'ailleurs, merci Sylvain pour toutes ces questions-là. Donc on a dit identification, authentification de l'appareil et on rentrera dans les détails techniques juste après avec Guirec, vous comprendrez d'ailleurs, ça répondra probablement là aussi techniquement à comment ça se passe dessous. Alors, pour la démo, et à quoi ressemble l'application AppSign-On, vous allez tout avoir. Hop là, donc là, normalement, vous devez voir mon écran, moi je ne vous vois plus, donc dites-moi si c'est OK. A priori, ça va être bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est OK? Partage d'écran a commencé. Ouais, c'est bon. Ouais, super, merci beaucoup. Hein. C'est que je ne vois plus du coup l'écran quand je partage le mien. Donc ici, vous avez l'application AppSign-On que je bouge ici, là. Pardon pour les nausées. Donc, et là, qui est la version Windows, mais l'interface graphique reste la même sur tous les appareils. Là aussi, vous l'avez compris, hein, c'est pour ne pas perdre ceux qui sont pas forcément les plus à l'aise avec le monde numérique. Au moins, ils ont la même interface, qu'ils soient sur leur iPhone, sur leur Android ou sur leur PC Windows au boulot. Distinction entre un espace personnel, que j'ai appelé Paul en bleu ici, et puis un espace qui m'est fourni par mon employeur et qui est verrouillé par un mot de passe et qui me permet d'accéder à mes mots de passe qui sont stockés et centralisés par mon employeur. Donc je vais trouver par exemple des identifiants, un login mot de passe très simplement utilisable par un simple copier-coller. Je clique pour copier, je vais le coller dans la mire de connexion. Ça fait également office de gestion de favoris, finalement de raccourci. Plutôt que d'aller ouvrir un navigateur, chercher la ressource et ensuite s'y connecter dessus, là on peut directement ouvrir le lien depuis ici pour copier-coller les identifiants de connexion. Ça permet du coup d'utiliser le générateur de mots de passe de la solution qui génère des mots de passe de ce type-là. Vous pouvez stocker, quand on parle d'identifiant, on parle aussi de code. Donc ça peut être le digicode du parking, le code d'accès à un local technique, ou vous savez, tout ce qui nous pourrit la vie à chaque fois, là, dont on ne se rappelle jamais, et qui sont souvent partagés à plusieurs. Et d'ailleurs, vous avez ici le logo de ceux des comptes qui sont partagés. Donc ça, c'est un compte qu'on me partage, ou que je partage moi, comme le Facebook de la collectivité, si on prend le cas d'une collectivité. C'est un bon moyen aussi de jouer le rôle de mémoire numérique ou de pense-bête, notamment pour les utilisateurs qui sont en difficulté avec le respect de ces règles sur les mots de passe. Là, ils auront un endroit dans lequel ils pourront mettre leur mot de passe de session Windows. D'accord. Je vous rassure, c'est pas le mien. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de leur donner un endroit dans lequel ils pourront le noter. Et avec ça, de supprimer toutes les fois où ils le notent sous le clavier, sous le tapis de souris, dans les calepins, etc. Vous connaissez mieux que moi toutes les dérives qu'il y a dans ces usages-là. Donc, évidemment, hein, qu'on ne peut accéder au coffre-fort Windows qu'une fois qu'on est connecté à du Windows. Pourquoi ça m'a sorti dessous? Hop. Hop. Mais là, ça permet d'y accéder depuis, par exemple, son smartphone. Donc, depuis son smartphone perso, je reviens de congé, je me rappelle plus le mot de passe qu'on a mis, et plutôt que de faire un mot de passe oublié, d'appeler l'IT ou de faire avec la session de mon voisin, parce que j'ai pas envie d'embêter l'IT, en fait, j'accède depuis mon smartphone directement à mon coffre-fort pro, en visu. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça, et hop, je suis autonome pour le faire. Et le simple fait de pouvoir le noter, ça rassure les gens, du coup, de vraiment définir un mot de passe robuste qui ne sera pas réutilisé ensuite dans la vie perso. Et puis, dernier élément peut-être pour compléter, ce genre de compte-là, vous savez, mes bulletins de paye en ligne, par exemple, on a pris cet exemple-là, qui a un logo un peu différent. Lui, c'est un compte qui est relié par le connecteur AppSign-On. Donc, à quoi ça ressemble le connecteur? Ça ressemble à un bouton du type je me connecte avec Google ou je me connecte avec Facebook. Évidemment, avec toute la force du coffre-fort de mot de passe, c'est-à-dire que du coup, c'est pas un SSO. C'est-à-dire que j'ai pas un seul identifiant qui me permet de me connecter à tous mes comptes. C'est bien des identifiants différents pour chaque compte. Et quand j'arrive sur une ressource où il y a le bouton, ou quand je fais directement depuis mon coffre-fort, ça me permet en un seul clic d'être authentifié en réglant pour de bon le problème des mots de passe. Donc si je prends l'exemple par exemple de cliquer depuis la ressource où il y a le bouton, ça appelle le coffre-fort, ça me demande de le déverrouiller. C'est déverrouillable par la biométrie également. Je ne l'ai pas activé là sur Windows parce que moi j'aime pas trop, mais ça marche. Et directement j'arrive et je peux consulter l'exemple de mes bulletins de paye. Donc c'est bien un compte qui est associé à mon identifiant et qui gère du coup un mot de passe
on peut le regarder, c'est un mot de passe qui est géré directement par l'application et qui ressemble à quelque chose de ce type-là. Et l'avantage, comme je le mentionnais tout à l'heure, de ce genre de connecteur que vous pouvez vous porter en interne, un peu peut-être en complément du SSO pour les ressources qui ne sont pas SSOisables. Quand c'est SSOisé, à la rigueur, bon, c'est pas besoin, mais quand ça l'est pas, c'est intéressant de pouvoir être compatible avec le coffre-fort pour derrière pouvoir faire du renouvellement de mot de passe en un clic. Là, il n'y a plus la petite goutte de sueur, hein, l'utilisateur, quand on lui dit vas-y, renouvelle ton mot de passe, il clique et ça y est, c'est fait. Voilà pour ce qui est du coffre-fort Epsilon. Si je reviens avec vous en direct, est-ce que vous avez des questions sur ce fonctionnement-là avant qu'on rentre peut-être plus en détail dans la partie technique? Alors j'envoie une question de Pascal. Alors, est-ce qu'il y en avait avant déjà? Expliquez la partie technique, Comment ça marche, la crypto, tout ça. Ça marche. Eh bien, c'est Greg qui va prendre le relais sur le sujet. C'est à lui qu'il faudra du coup donner la main pour qu'il puisse partager son écran si vous voulez bien. Alors moi, il faut peut-être que j'arrête du coup. Ah non, au contraire. Hop. Hop. C'est nickel, merci. Je vais noter les questions comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Du coup, je vais commencer par vous expliquer rapidement comment, la partie infrastructure. Donc, déjà chez vous, on-premise, il y a en gros deux serveurs. Il y a le serveur Upside Pro qui se connecte à une base de données PostgreSQL. C'est là-dessus que l'application va faire des requêtes pour récupérer les données et faire des modifications. Et il y a un deuxième serveur qui est un serveur qui permet de faire l'administration, enfin de servir le dashboard d'administration de la solution, qui lui aussi se connecte à la base de données PostgreSQL. Et pour ça on utilise une solution qui s'appelle Forest Admin. Donc ça, c'est un serveur qui est standard Forest Admin, qui a besoin de se connecter d'ailleurs sur la ressource Forest Admin et qui du coup a besoin de passer les proxys s'il y en a. Et donc ça, c'est le dashboard de Forest Admin, d'ailleurs peut-être que Paul pourra le montrer tout à l'heure, est accessible sur un navigateur. Donc voilà pour la partie infrastructure. Je pourrais vous en parler un peu plus si vous avez des questions après. Et ensuite, je vais revenir sur l'explication en fait de la double authentification dans l'application pour la partie pro. Donc en fait, voilà le flux de configuration, d'accord, d'un espace pro. Donc au départ, on va commencer par cliquer sur un lien de configuration qui en fait va contenir l'URL du serveur Upside Pro. Ce lien va permettre d'ouvrir l'application dans laquelle on va saisir son adresse email pro, qui va du coup ensuite faire une demande d'accès au serveur. Donc là, il y a une histoire de code d'accès de l'appareil, donc qui est choisi par l'appareil et qui va être l'équivalent d'un mot de passe, mais qui ne sera pas connu par l'utilisateur parce qu'il sera stocké uniquement dans l'appareil. Le serveur envoie un mail de validation avec un token à usage unique sur l'adresse mail de l'utilisateur. Donc à ce stade-là, dans l'application, on a deux choses. On a dans la partie sécurisée de la keychain, on a ce code d'accès appareil, et on a également stocké les informations de connexion, donc l'URL, l'adresse email et un identifiant d'appareil. Et côté base de données, on a deux tables. On a la table des utilisateurs avec l'adresse mail et les données chiffrées. On a aussi une table des appareils de l'utilisateur, donc qui est lié à l'utilisateur, qui stocke en face de chaque identifiant le hash du code d'accès de l'appareil, en statut qui est pour l'instant pending, donc l'utilisateur n'est pas encore autorisé à accéder aux données via cet appareil. Et ensuite on a effectivement, comme je vous le disais, un token de validation à usage unique qui a été envoyé par mail ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris d'ailleurs, je vais faire des grands mouvements. Avec bien sûr une date de validation du token, puisque ce token est valide seulement 5 minutes. Donc deuxième étape, on clique sur le lien qui a été envoyé par email pour autoriser l'appareil. Donc là, c'est pour être sûr que effectivement la personne qui accède
à l'espace pro est bien autorisé par email. Donc ceci met à jour le statut de l'appareil dans la base de données. Donc c'est le statut passe à authorized. À partir de là, l'appareil est autorisé à accéder aux données. Le token de validation est également invalidé. Et dernière étape, donc on va ouvrir l'espace pro dans l'application Sign-On. Donc on va pouvoir être autorisé à faire une requête de récupération des données sur le serveur. Pour ça, on a évidemment besoin du device access code qui va être vérifié. On vérifie également que le statut est autorisé, sans quoi le serveur ne refuse d'envoyer les données. Et une fois que ça c'est bon, en fait, l'application récupère les données, mais de façon chiffrée. Et pour pouvoir les déchiffrer, il a besoin de son mot de passe d'utilisateur, donc du coup qui n'est jamais stocké nulle part et qui n'est connu que de lui-même. Et les données sont chiffrées avec du AES 256. Et donc bien sûr si c'est la première fois que l'utilisateur accède à son espace professionnel, les données sont vides, donc dans ce cas-là c'est une création de données avec ce mot de passe. Et donc pour toutes les autres requêtes de type modification ou log qui vont être faites au serveur, pareil, on va toujours avoir besoin de ce device access code et d'avoir un statut autorisé. Donc ça permet de faire deux choses. Ça permet de vérifier à chaque fois que en fait, le serveur ne communique qu'avec des appareils autorisés. Et deuxièmement, que si ces appareils ont été révoqués, la communication du coup ne peut plus se faire. Donc voilà, ça permet d'expliquer la double authentification. Je vais vous expliquer maintenant un deuxième fonctionnement, qui est le fonctionnement du mot de passe oublié. Parce que bien sûr, les utilisateurs vont oublier leur mot de passe upside down, j'entends, donc celui qui permet de déverrouiller les données. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça de façon sécurisée? En fait, dans chaque appareil, dans la partie sécurisée de la keychain, on va stocker une clé privée de chiffrement, c'est une clé RSA 2048, avec laquelle on va chiffrer en fait le mot de passe de l'utilisateur, et on va envoyer ce mot de passe chiffré sur le serveur. Donc pour chaque appareil de l'utilisateur, on connaît un mot de passe chiffré qui est chiffré du coup en RSA. Donc il est indéchiffrable par quelqu'un qui aurait accès au serveur. Il est déchiffrable uniquement que par l'appareil qui l'a généré. Et donc dans le cas où l'utilisateur oublie son mot de passe, il va cliquer sur mot de passe oublié. Ceci va envoyer une demande de réinitialisation de mot de passe au serveur. Il ne va pas l'accepter tout de suite parce que il pourrait y avoir un cas où, par exemple, je me suis fait voler mon téléphone professionnel et du coup, je veux pas qu'un hacker puisse à la fois demander la réinitialisation du mot de passe et aller au bout du processus parce qu'il aurait aussi également accès au mail pro sur le même appareil. Donc, pour éviter ce cas-là, en fait, on va d'abord attendre une validation de l'admin. Donc il faut que manuellement un administrateur valide que l'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe. D'accord. Et pareil, évidemment, bien sûr, je l'ai pas dit, si l'appareil n'est pas autorisé, la demande de réinitialisation de mot de passe échoue. Une fois que l'admin, donc dans sa console Forest Admin, autorise la réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur, alors un token est envoyé par mail à l'utilisateur. Pareil, ce token va avoir une date de validité. Et à ce moment-là, dans l'application, l'utilisateur peut saisir ce token et du coup vérifier, continuer la procédure de réinitialisation de mot de passe. Donc là, pareil, on va toujours vérifier que l'appareil est autorisé, que son access code est valide, que son token de reset est valide et non expiré, etc. Et donc, une fois qu'il a saisi son token,
le serveur va lui renvoyer le mot de passe chiffré, qu'il va pouvoir déchiffrer du coup avec sa clé privée RSA qui était stockée dans la keychain. Et donc à partir de ce mot de passe, va pouvoir enfin déchiffrer les données elles-mêmes, et puis choisir un nouveau mot de passe pour rechiffrer les données et mettre à jour les encrypted passwords pour tous les autres appareils, pour que l'utilisateur puisse à nouveau faire un mot de passe oublié s'il a besoin. Sachant que dans l'application, on va régulièrement demander à l'utilisateur, même s'il utilise la biométrie, de ressaisir son mot de passe. Enfin, on va lui proposer, sans le forcer, mais on va lui proposer de ressaisir son mot de passe pour être sûr qu'il ne l'oublie pas. Et dernier petit fonctionnement rapide, ça concerne le partage de compte. Alors comment est-ce qu'on fait le partage de compte? Et bien là aussi, on va utiliser en fait du chiffrement asymétrique. Donc dans les données de l'utilisateur, on a stocké une clé RSA privée qui est associée à une clé publique qui, elle, va être stockée sur le serveur, en fait, de façon lisible donc, par tout le monde. Et donc, quand on veut partager un compte, en fait, on va récupérer d'abord la clé publique de toutes les personnes à qui on veut partager ce compte. On va chiffrer les données, on va chiffrer le mot de passe du compte avec ces clés publiques, et on va envoyer le résultat au serveur. Et du coup, quand Bob va vouloir récupérer un mot de passe qu'on lui a partagé, un compte qu'on lui a partagé, il va pouvoir déchiffrer ce mot de passe grâce à sa clé privée qui n'est connue que de lui-même. Voilà pour la partie technique en 3 points. Je vous propose d'arrêter de partager et de peut-être de passer au... alors je sais pas, Paul, si tu veux faire une démonstration de Forest Admin. Ouais, je vais le faire. Il y a juste une question pour compléter ce que tu disais de la part de Grégory qui demande comment on fait pour stocker la clé privée dans des équipements qui n'ont pas de stockage sécurisé. Tu parles de alors ouais, effectivement, c'est une bonne remarque. Dans ce cas-là, la clé est obfusquée, c'est-à-dire qu'elle est chiffrée avec une autre clé qui est stockée à côté. Effectivement, c'est un peu moins sécurisé dans ce cas-là. Sachant qu'il faut quand même, pour que ce soit exploitable, du coup, accéder à l'appareil et y accéder de façon déverrouillée. Voilà. On va repasser à la démo et on reprendra les questions après. Ok. Paul, je te rends la main. Tout à fait. Hop. Juste pour vous montrer du coup un autre élément qui va de pair avec la solution, vous avez compris, pour les utilisateurs, c'est la solution d'administration de l'outil d'administration de la solution. Il faut juste que je puisse partager l'écran. Ah, ça y est, c'est bon. Juste une petite latence. Hop. Donc, c'est une solution qui est accessible par le web. Donc, Guerre, vous le disiez, on utilise un outil du marché qui s'appelle Forest Admin pour l'instant. On a bien en tête dans la roadmap de développer notre propre outil. Mais pour l'instant, ça fait très bien le job. Donc, voilà un exemple de dashboard que vous allez pouvoir avoir en tant que RSSI ou personne en charge de la sécurité du système d'info et d'accompagner les utilisateurs. C'est déjà un premier niveau qui est l'état des mots de passe. Donc, faites pas attention aux données elles-mêmes hein, qui n'ont pas trop de sens là, dans ce dashboard de démo. Mais là, l'idée, c'est qu'il y avait un mot de passe et il y en a encore 3 qui sont faibles. Et ces 3-là, on peut les voir évoluer dans le temps, on peut aller interroger et accompagner les personnes ciblées pour faire en sorte qu'il y ait plus ces mots de passe faibles et qu'on puisse, je dirais, monter le niveau global de la sécurité des usages en termes de mots de passe. Alors, un mot de passe faible, quand on fait l'évaluation des mots de passe, si je reprends l'application, vous l'avez vu sur l'exemple sur la démo, ici, il y a un bouclier de couleurs qui fait l'évaluation en fait du mot de passe. C'est une évaluation à 2 niveaux. La première, c'est l'entropie du mot de passe lui-même, d'accord, un mot de passe robuste ou pas, c'est un nombre de caractères suffisamment élevé, une complexité suffisamment élevée. Et puis également le fait qu'il ne soit pas répété plusieurs fois dans mon coffre-fort. Ça permet également d'éviter tous les cas où on répète le même mot de passe partout, pensant qu'il est sécurisé juste parce qu'il est robuste. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont ce biais de connaissance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils l'utilisent beaucoup dans leur vie perso. Ils pensent que c'est leur mot de passe qui est sécurisé et du coup, ils le réutilisent partout. Évidemment, en anéantissant tous les efforts de sécurisation côté pro. Mais là, ça permet déjà d'avoir une idée de la force du mot de passe et c'est cette info-là qui est remontée au niveau de la plateforme. Donc évidemment, vous l'avez compris, on n'a jamais accès au secret, jamais accès au mot de passe.
Et la plateforme, elle permet également d'avoir des indications d'usage du coffre-fort. Évidemment, mais quand vous lancez, quand vous le déployez ou quand vous faites des releases auprès de vos utilisateurs, vous pouvez voir que tout le monde a bien créé son propre coffre-fort individuel. Vous pouvez voir qui l'utilise et quand, à quel moment, à quelle fréquence, combien de mots de passe ou combien de codes sont enregistrés. Ce qui permet là aussi, avec des indicateurs qui sont les vôtres, de pouvoir suivre à la fois la prise en main de l'application par les utilisateurs et du coup la sécurisation de votre parc de mots de passe. Là où aujourd'hui, on est complètement à l'aveugle sur ce genre d'infos. Puis l'autre page qui sert en termes d'administration et qui va répondre à une partie des questions que je me suis notées. Donc c'est sur cette plateforme-là où vous pouvez voir s'il y a des demandes de réinitialisation de mots de passe, vous pouvez les débloquer à ce niveau-là. Vous allez avoir la liste de vos utilisateurs que vous pouvez gérer. Vous allez pouvoir avoir également la liste des appareils des utilisateurs et en révoquer parce que certains sont partis ou changent de service ou autre. Donc vous pouvez révoquer des appareils. Donc en cas d'appareil perdu, en cas d'appareil cassé, en cas d'appareil renouvelé, etc. Même si il faut avoir le mot de passe, etc. Au moins ça permet de couper la connexion. Pour autoriser un utilisateur, il faut déclarer son adresse email ou son nom de domaine dans le système. Donc là, ce sont seules les adresses email en Net Solidaire, Upsign-On, donc full ou diagonal.org qui sont autorisées à pouvoir créer un coffre-fort et utiliser un coffre-fort individuel sur cette banque de coffre-fort-là. D'accord, donc vous pouvez aller jusqu'à l'adresse email précise si vous voulez gérer une liste exhaustive d'utilisateurs ou par nom de domaine ce qui est pratique. Une question directe qui est liée à cette gestion des emails, qui est si on change d'adresse email, une personne change d'adresse email, on change la règle d'adresse email vu que c'est le login du coffre-fort, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut très bien le modifier directement dans la base de données. Et dans ce cas-là, effectivement, il faudra refaire l'autorisation dans l'application. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord révoquer les appareils puis les réauthentifier, puisque aujourd'hui l'application ne permet pas de modifier l'adresse mail associée au compte pro. Mais ça pourrait être un truc qu'on peut développer, mais pour l'instant c'est pas le cas. Parfait, merci. Du coup, ça veut dire, pour compléter, qu'on ne perd pas les données. Hein, l'utilisateur pourra toujours accéder à ces données même s'il y a une modification de l'adresse mail. Parfait. Donc, peut-être dernier point en termes là aussi d'actions qui vont dans le sens des utilisateurs ou de favoriser l'usage pour les utilisateurs. On peut ici gérer, alors elle est vide, mais une liste d'URL qui permet en fait d'aider les utilisateurs à créer un compte, d'enregistrer les identifiants pour ces URL-là, ce qui permet d'enregistrer l'URL de login et puis le nom qu'on veut donner à ce compte pour des outils métiers, par exemple, sur lesquels vos collaborateurs créent des comptes ou ont des mots de passe. Là, ça permet, dans l'application, c'est directement accessible en raccourci et ça permet de créer un compte en quelques clics juste en n'ayant plus qu'à saisir finalement le mot de passe qu'on utilise sur cette ressource-là. Je pense que c'est à peu près tout sur la plateforme. Je vais arrêter le partage et compléter les questions, puisque j'en avais une autre qui était sur la partie pro, peut-être tant qu'on a cet écran, cette slide à l'écran. Effectivement, comme vous l'avez compris, la partie perso, elle est sur du multilocal. Donc, il n'y a rien qui est stocké ailleurs que sur l'appareil d'utilisateur. Pas de cloud qui stocke les infos de tout le monde. On est vraiment dans une approche où on ne sommet pas ni nous ni personne dans la boucle, en fait. Chacun est autonome pour conserver ses mots de passe et son coffre-fort de données. Alors, c'est du multilocal, comme je dis. Donc, la première manière de sauvegarder l'info, si je casse ou si je perds le téléphone, c'était une question. Cette partie perso. En fait, si j'ai une synchronisation, si j'ai un autre appareil duquel je pouvais aussi accéder à mon coffre-fort, c'est une sauvegarde en fait. Donc mon appareil, l'appareil perdu ou l'appareil cassé, je le révoque et puis derrière, j'en prends un autre, je réinstalle l'application et je viens le resynchroniser avec celui que j'ai par exemple sur mon PC et auquel cas je retrouve l'ensemble de mes identifiants à l'identique, comme si rien ne s'était passé. Il y a également aussi la possibilité de faire une sauvegarde en dur sur une clé que vous chiffrez, vous extrayez vos données de la solution, ça c'est possible. Mais sinon, on a aussi une troisième manière de sauvegarder les données, si on n'a pas de synchro avec un autre appareil, qui est de confier une copie de ces données, de créer une sauvegarde avec un contact de confiance. Donc la particularité du fonctionnement en perso, c'est qu'on peut déclarer d'autres utilisateurs d'Upsign-On comme des contacts de confiance et créer du coup un canal d'échange sécurisé avec eux qui me permet par exemple de partager certains de mes identifiants.
donc dans une approche aidant aider ou dans du partage de comptes, typiquement le Netflix dans la famille ou quoi que ce soit, ben là on peut partager uniquement ces quelques comptes-là et non pas tout le coffre-fort hein, avec mes contacts de confiance. Et auprès de mes contacts de confiance, je peux aussi confier une sauvegarde qui va se poser toutes les semaines automatiquement, chiffrée évidemment, hein, on n'a pas accès à tout ça, et qui me permettra, le cas échéant, de pouvoir récupérer cette copie si j'ai un problème avec mon ou mes autres appareils. Et le rôle de mon contact de confiance, finalement, qui est le rôle le plus important, c'est de m'authentifier. Hein, qui mieux que quelqu'un que je connais pour m'authentifier plutôt qu'un serveur ou centralisé avec une question sur le nom de famille de ma mère ou le nom de naissance de ma mère ou autre. Donc là, c'est que nous, on connaît aucun secret de personne, on connaît même pas l'email de nos utilisateurs, hein. On ne crée pas un compte sur Epsignon ou chez Epsignon quand on télécharge l'application, on nomme juste son espace. Nous, on n'a accès à rien et on permet quand même cette idée de sauvegarde auprès d'un tiers de confiance, finalement, d'un contact de confiance qui permet de recréer les conditions du cloud sans le cloud. Je lis les questions en même temps, s'il y en avait d'autres. Une fois que la présentation sera terminée, on prendra toutes les questions. Ok. Mais dans ce cas-là, peut-être juste le modèle économique pour la partie perso, vous l'avez compris, c'est gratuit pour les utilisateurs. On a l'idée du connecteur qui viendra dans un deuxième temps. Et pour la partie pro, on est sur des tarifs qui sont de l'ordre de 50 centimes par utilisateur par mois, suivant les formats de fonctionnement. On est donc Epsignon aujourd'hui, on est en train de déployer la solution auprès des collectivités, c'est nos premiers clients. Donc on déploie auprès de la métropole de Bordeaux, de Toulouse, de Limoges, auprès du Sicoval ici sur Toulouse ou de la région Occitanie. On est en train de faire des déploiements également auprès d'acteurs mutualisateurs de solutions numériques pour les collectivités comme Soluris, Ladico, Agathe. Donc on est en train de voir tout ça. On vise d'avoir à peu près 40 000 utilisateurs à la fin de l'année. Donc là, ça va commencer à être un peu plus sérieux. Et on commence aussi à discuter avec des entreprises du monde privé qui ont la même problématique auprès de leurs collaborateurs et également dans le mode du médical auprès des hôpitaux. Donc c'est des solutions qui sont tout à fait adaptées à ces usages, je dirais, où il y a beaucoup de sollicitations d'authentification qui sont à faire par login mot de passe. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, bravo. Et puis, merci Hervé. Voilà, on coupe l'enregistrement. Donc maintenant, on va passer aux questions. Alors, c'est comme si on était en réunion, hein. Donc tout le monde peut mettre sa caméra et prendre le micro. Alors, je pense surtout à Guillaume B, donc qui est anonyme. Donc, il peut nous dire qui il est.